Je continue cette série au sujet des concours de philosophie. Dans la dernière vidéo, je parlais notamment de comment j'avais vécu les oraux du CAPES et de l'agrégation et les quelques leçons que j'avais pu en tirer. Alors là, je vais être plus synthétique et je vais donner quelques conseils un peu épars qui peuvent servir, à mon avis, non seulement lorsqu'on va passer un oral du CAPES ou de l'agrégation, mais en vérité, qui sont des conseils que j'appliquerai quels que soient les oraux auxquels on doit participer. Alors le premier conseil, et qui pourrait paraître anecdotique, c'est de préparer en amont de l'entretien ou de l'oral une structure de prise de notes claire. C'est-à-dire de préparer avant le concours, avant le passage à l'oral, quelques jours plus tôt, ou quelques semaines plus tôt, peu importe, mais en tout cas d'avoir une structure sur ces brouillons, sur ces feuilles, que l'on peut réappliquer et qui va nous permettre ensuite d'avoir une prise de notes la plus limpide possible. Cette structure-là, moi, elle m'a beaucoup aidé, notamment pour l'agrégation. Comme on est dans un temps relativement limité, comme on est en plus en situation de stress, on a tôt fait d'écrire notre oral sur les feuilles un peu dans un ordre un peu chaotique ou qui, s'il est organisé, sera parfois néanmoins difficile à relire parce que dans le feu de l'action, dans le moment de l'écriture, parfois on fera des ponts, des sauts, on ne sera pas exactement calé d'un point de vue, on va dire, spatial sur sa feuille. Et donc moi ce que j'avais préparé avant la grègue, le passage à l'oral, ça s'était fait tout seul, c'est une sorte de schéma où je mettais notamment une marge à gauche de ma feuille, marge que j'utilisais exclusivement pour les références que je rajoutais au corps de mon argumentation, qui était lui situé au centre de ma feuille, et puis quelques autres petits ajouts, on va dire, dans la structure. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, ça rassure en quelque sorte dans le moment de la lecture, et même dans le moment d'ailleurs de l'écriture de l'oral en question, parce qu'on sait que cette structure doit recevoir un certain nombre d'éléments, donc l'argumentation au sens strict du terme, c'est-à-dire le cœur argumentatif, les références, les exemples, et tout ça se trouve quelque part dans la feuille, et donc le regard navigue assez facilement, entre guillemets, entre les éléments, et il est vraiment difficile, avec une structure clairement établie au départ, de se perdre sur la feuille. Ensuite, conseil basique, mais qui est bon d'avoir à l'esprit, parce que pareil, dans le feu de l'action, on peut tout simplement oublier de le faire, alors qu'en fait ça peut avoir des conséquences pas anecdotique du tout, numéroter les feuilles de notes, parce que il est courant, je crois, de se perdre un peu au moment de l'oral, de passer une feuille et puis de plus trop savoir où est-ce qu'on se trouve. Il peut se passer plein d'événements qui fait que les feuilles peuvent se retrouver en désordre, donc simplement numéroter les feuilles et y penser. Sur cette feuille de brouillon, cette feuille de brouillon prise de notes, c'est aussi ça qui est complexe, c'est que on est parfois dans un entre-deux. Il faut identifier clairement les moments clés sur lesquels on peut retomber si jamais on se perd. Donc ces moments clés, les phases de transition par exemple entre les parties, les phases de définition de concepts, les concepts clés eux-mêmes, il faut avoir un système, les souligner, les surligner, peu importe, mais quelque chose qui fait qu'ils éclatent, qu'ils apparaissent sur la feuille. Ça permet deux choses. Ça permet d'abord, dans l'oral, de se permettre plus de pouvoir sortir de la lecture simple de sa feuille, puisqu'on sait que quand on va replonger son regard sur la feuille, on va très vite savoir où est-ce qu'on se trouve. Et le deuxième élément, c'est que ça permet, dans le cas où on serait perdu, pendant son oral, où on serait un peu perdu dans son argumentation, de retomber en quelque sorte sur ses pieds en se souvenant ou en revenant à cette définition conceptuelle. Et je rajoute même un troisième intérêt qui
qui n'est pas à négliger, c'est que dans le cas d'oraux avec un entretien, il est possible qu'une question reconvoque une définition de concept, etc. Et donc c'est intéressant d'avoir sur cette feuille de brouillon les moments clés, les moments décisifs un peu soulignés, un peu surlignés, pour qu'on puisse y revenir rapidement si jamais une question porte sur ce concept, ou si on veut y faire référence à ce qu'on a déjà dit pour le retravailler, le préciser. Et donc au lieu de fouiller dans ces feuilles de manière un peu confuse, là, comme il y a un certain nombre de points de repère rapides, ça facilite et ça fluidifie l'échange. Alors, autre conseil, concernant le CAPES et l'agrégation, je crois que, c'est peut-être un conseil qui est très personnel, mais en tout cas, je sais que moi, je m'étais appliqué à ne pas me perdre dans la bibliothèque disponible pour les oraux, et chercher à fouiller trop les œuvres qui sont disponibles. Alors, pourquoi ? C'est notamment un conseil que je donne aussi après avoir fait l'inverse, c'est-à-dire après avoir sans doute un petit peu trop, je pense notamment à un oral de l'agrég, mon oral d'explication de texte, à être un peu trop parti, à avoir un peu trop demandé des livres de la bibliothèque, alors que le temps de préparation de l'explication de texte est relativement court, et je me suis un peu perdu. Je crois que ça n'a pas été très nourrissant finalement pour mon travail. En fait, c'est pas le moment de faire de la lecture et d'accumuler des lectures. Et il me semble que dans une situation stressante comme celle des oraux de philosophie, on peut avoir envie un peu de se cacher derrière cette bibliothèque, de se rassurer en quelque sorte en ayant ces livres à côté de soi. Je voyais pendant la préparation dans la salle commune où d'autres candidats préparaient, il y avait des gens qui avaient 5, 6, 7 livres posés sur leur table. Bon, je sais pas si c'est très utile, en fait, il me semble que souvent c'est plus quelque chose pour nous rassurer, mais qui peut en fait avoir un effet pervers qui est de nous perdre. Le temps d'explication de texte est relativement court, et il est difficile de ne pas être surpris par le temps qui passe. Ça m'a beaucoup frappé à l'agrégation. J'ai été impressionné par le peu de temps en fait disponible pour pouvoir faire l'explication de texte. Et donc, je pense que j'aurais dû beaucoup plus me concentrer immédiatement sur l'explication elle-même, quitte enfin ou à la fin de mon travail, s'il me restait un peu de temps, demander quelques livres de la bibliothèque pour compléter des éléments et tout ça. Troisième conseil, alors là ça va plus concerner l'oral lui-même. J'ai toujours eu dans mon rapport au cours quelque chose qui me guide dans ma manière de préparer des cours pour des élèves de terminale, et même dans la mesure du possible des cours particuliers, c'est qu'il y ait une logique d'événement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors en fait c'est surtout vrai pour les cours de terminale, où la personne, a priori, il faut que vous la saisissiez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, à mon avis, quoi qu'il arrive, il faut qu'il se passe quelque chose pendant votre présentation, pendant votre oral. Il faut que votre oral et que votre argumentation fassent événement. Ça implique une éthique qui est extrêmement forte, quelles que soient les épreuves que l'on doit passer, les épreuves au sens universitaire qu'on doit passer dans sa vie. C'est que ce soit à l'écrit ou à l'oral, il faut toujours se mettre à la place des personnes qui vous corrigent, à la place des personnes qui vous jugent. Dans le cas de l'agrégation, la chance que j'avais, et c'est le cas de beaucoup de gens finalement quand même qui passent l'agrégation, c'est que j'étais et je suis prof moi-même. C'est-à-dire que je suis moi-même en position de corriger des gens. Et donc je sais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, que corriger des gens c'est pas facile, que corriger des gens c'est fatigant, que corriger des gens ça peut provoquer de l'ennui, et j'ai déjà assisté à des après-midi, des journées entières d'oraux, je pense par exemple à des oraux de rattrapage, où il se passait pas grand chose, où les gens devant moi, les élèves déroulaient quelque chose, et c'était difficile en fait à vivre parce que en fait ça provoquait un ennui malgré ma volonté de les valoriser, de les écouter, etc.
Bon, fort de cet enseignement-là, je me suis dit que la situation des jurys de CAPES et d'Agrég était plus ou moins la même. Le fait qu'ils aient devant eux des gens qui aient un autre niveau en philosophie ne change pas finalement la donne de ce point de vue-là. Et on a tous déjà assisté à des colloques universitaires de philosophie particulièrement ennuyants. C'est-à-dire où quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement talentueux, qui produit un exposé sur le fond extrêmement fort, nous ennuie profondément. La forme compte. La forme compte. Mais au-delà de cette forme, je crois que quand je parle de logique de l'événement, c'est qu'il faut que le fond témoigne d'une véritable investigation, et donc ça implique des moments critiques, des moments de véritable problématisation, de véritable questionnement autour du problème, autour du texte. Éviter, on va dire, de dérouler une doctrine, de dérouler un pensum qui a été préappris et qui va être prémâché et qui va s'entendre. Alors, quatrième conseil, je dirais qu'il faut vraiment insister sur la logique interne du propos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut penser que l'effort que produit l'auditeur ne doit porter que sur la profondeur philosophique de ce que vous êtes en train de raconter, et pas sur la clarification de votre propos. Et là, pareil, je crois qu'il faut se souvenir des cours qu'on a eus à l'université, des cours auxquels on a nous-mêmes assisté en tant qu'élèves, qu'étudiants. En fait, les cours dont on se souvient le plus la plupart du temps sont les cours qui allient un fond important, une portée philosophique importante, et en même temps une forme d'une grande clarté, d'une grande évidence. Alors pourquoi ? C'est très simple, c'est que si mon esprit doit déjà travailler en quelque sorte à clarifier la parole, le propos de la personne qui est en train de parler, eh bien j'ai moins de place mentale pour pouvoir réfléchir et penser ce qu'il est en train de dire. Donc il faut faire un énorme effort, bon ça vaut aussi pour l'écrit, mais je crois que c'est encore plus important peut-être à l'oral, un énorme effort sur la clarté de la parole, sur le caractère limpide de notre propos. Donc qu'est-ce que ça implique d'un point de vue très pragmatique ? Des phases de transition extrêmement importantes. Il faut que les transitions entre les arguments, c'est-à-dire la logique interne qui permet de faire qu'un argument va en impliquer un autre, soit d'une grande efficacité. L'une des choses qui rend difficile à suivre un développement argumentatif, c'est quand les gens font des ponts ou des sauts mentaux, des sauts argumentatifs sans s'en rendre compte, ou parce que dans leur tête à eux, c'est clair. Donc il faut que chaque argument découle de l'autre. Donc il faut que cette transition-là, cette relation-là d'un argument à un autre soit claire. Phase de transition extrêmement importante entre les parties. Pourquoi ? Parce que ce sont des moments d'interrogation, et ça c'est le deuxième élément structurel, des moments d'interrogation qui revivifient l'écoute. La personne qui vous écoute depuis 10 minutes, un quart d'heure en train de développer une argumentation va être redynamisée, va avoir un nouveau souffle, et donc va même mieux comprendre ce qu'elle vient d'entendre, parce que vous allez ménager un moment d'interrogation véritablement fort, véritablement crucial au moment des phases de transition entre les parties. Donc ça, c'est un mélange de travail sur le fond, évidemment, mais c'est aussi un travail formel, c'est-à-dire il faut que la phase de transition entre les parties soit un véritable moment à part dans l'oral. C'est pas une anecdote. À mon avis, d'ailleurs, c'est l'un des secrets des bonnes notes en dissertation, ces phases de transition. Troisième point concernant cette logique interne du propos, il faut toujours justifier les redéfinitions conceptuelles et ne pas simplement les faire tomber du ciel. Alors ça, c'est aussi ma pratique, on va dire, de prof et un peu les discussions que j'ai pu avoir à ce sujet-là avec les gens qui préparaient l'Agrég, le CAPES avec moi, c'est que j'ai parfois été frappé du fait que on est tellement habitué en philosophie à jouer avec les définitions conceptuelles que parfois les gens oublient qu'il faut que cette définition elles aient une logique, c'est-à-dire on n'est pas simplement avec un dictionnaire mental dans la tête et puis on dit on a défini la liberté jusqu'ici comme ça, mais qu'est-ce qui se passe si on le définit autrement ? Qu'est-ce qui se passe, il n'a pas de sens. Il faut qu'on explique, il faut qu'on justifie un changement conceptuel. Et ces redéfinitions conceptuelles, lorsqu'elles sont justifiées, et en même temps elles sont mieux entendues. C'est-à-dire que le concept, votre auditoire va beaucoup plus se souvenir que vous l'avez redéfini, si cette redéfinition n'était pas simplement anecdotique, ou on va dire artificielle, mais parce qu'elle était investie d'un véritable problème, d'une véritable difficulté.
Utiliser les connecteurs logiques. Bon, ça c'est une évidence, c'est quelque chose qu'on répète et qu'on n'arrête pas de dire à nos élèves de terminale par exemple, lorsqu'on est déjà prof, mais en fait c'est quelque chose qu'on peut encore continuer à travailler. Les connecteurs logiques, c'est quelque chose qui facilite énormément l'écoute, évidemment. Ça fluidifie votre parole et donc ça la rend plus claire. Et dernier point concernant cette logique interne du propos, éviter les digressions inutiles. Il faut être très pragmatique et très efficace dans l'approche problématique d'un sujet à l'oral. Écouter quelqu'un qui parle en philosophie, c'est pas facile. C'est pointu la philosophie, pas besoin de vous l'apprendre, c'est quelque chose qui demande une certaine attention, et donc les digressions inutiles, les exposés historiques qui n'ont pas de pertinence, les considérations universitaires, on va dire, faussement érudites ou vraiment érudites sur les traductions, je ne sais quoi. Toutes ces digressions qui ne sont qu'une sorte de paillettes qu'on veut mettre parfois sur son propos sont inutiles et sont, à mon avis, contre-productives. Dernier conseil, c'est un conseil qui va de soi, mais bon, je le donne quand même parce que je sais que moi, il a, à mon avis, beaucoup compté. Prendre garde à la forme. La forme n'est pas une anecdote dans un oral. La voix claire, une lecture à un bon rythme. Par exemple, moi, je sais que dans cette vidéo, là, je parle trop vite. Une articulation la plus parfaite possible. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes et qui comptent comme compte cette forme lorsque vous êtes prof ensuite. C'est pas d'ailleurs absurde qu'on soit... Et Dieu sait que j'ai à critiquer les concours pour sélectionner les profs, hein. Mais dans ce cas-là, c'est pas absurde de nous juger sur notre capacité aussi à produire une forme qui soit limpide dans le cas d'un exposé à l'oral, parce que pour le coup, c'est précisément ce qu'il faut faire ensuite quand on est prof. Donc il faut avoir une forme claire. Et là-dessus, donc un sous-conseil en quelque sorte, à mon avis, il vaut mieux prévoir sur l'ensemble de son exposé un temps plus court qu'un temps trop long. C'est-à-dire, il vaut mieux que son exposé soit un peu trop court qu'un peu trop long. Je crois que c'est assez récurrent que des gens produisent dans le cas de l'exposé quelque chose de trop long, qui est trop conséquent, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, ils accélèrent, et ils ne parviennent pas à finir, ils s'embrouillent, ils sont obligés, voyant le temps passer, de faire des ponts artificiels dans leur exposé, donc de faire des coupes pendant l'oral. Bon, à mon avis, donc il y a un temps d'oral qui vous est alloué, toujours considérez que ce temps est un maximum, pas du tout un attendu. Vous pouvez faire un oral excellent en 20 minutes alors qu'on vous en a alloué 30. Hein. Il me semble que moi, par exemple, pour l'oral, la leçon d'agrégation, où j'ai eu 15, je crois, 15 ou 15 et demi, je sais plus. Bref, j'ai fini 10 minutes avant le temps final, imparti. Donc j'ai pris 10 minutes de moins. D'ailleurs, quand je suis sorti, je me suis dit, oh là là, j'ai parlé trop vite, qu'est-ce que c'est ? Je ne m'étais pas rendu compte. Et j'étais un peu autocritique. Je me suis dit, bon, je vais sans doute rater quelque chose, parce que là, ça c'est passé trop vite. Bon, j'ai eu 15. Je pense vraiment que le temps de parole, il faut en tout cas ne surtout pas avoir à faire des coupes pendant son exposé. Voilà ce que je pouvais dire sur les conseils des oraux de la grecque. Si j'en vois d'autres, si je pense à d'autres choses avant les oraux, je referai peut-être une autre vidéo. Et je vous souhaite dans tous les cas bon courage dans la préparation des oraux pour ceux qui ont eu la chance d'être admissibles. Et je sais que c'est une période pas facile, donc voilà, bon courage.